Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Encore un grand plaisir de vous accueillir, que ce soit en présentiel. Aujourd'hui, on a des ingénieurs généralistes par apprentissage. Bienvenue à vous. Et à tous ceux qui nous regardent via le live. Vous êtes nombreux chaque semaine, donc que ce soit d'autres centres, comme en particulier notre centre d'Orléans, mais tous nos centres en région également, des tuteurs, des institutionnels. Merci à vous d'être là chaque semaine. On a beaucoup d'apprenants en apprentissage, en alternance. Donc, c'est la possibilité pour eux, grâce au live, de suivre les causeries sur tout le programme. Je rappelle, les causeries saisies, c'est un cycle de conférences qui est organisé tous les ans, depuis 8 ans, de fin octobre à fin avril, de 13h à 14h, donc en présentiel et en live depuis 4 ans. Vous avez la possibilité de diffuser ce lien live à tout le monde. Il est gratuit, unique, diffusable. N'hésitez pas. Et vous avez la possibilité de voir ou revoir des replays de causeries sur la chaîne YouTube Saisie, sur la playlist Les Causeries Saisies. Vous avez également l'opportunité de nous donner des thématiques, des causeurs qui vous inspirent pour la prochaine saison. Évidemment, à l'avant-dernière causerie, donc c'est le moment. Vous envoyez un mail à causerie au pluriel idfc@cesi.fr et nous capitulerons toutes ces idées afin de pouvoir vous programmer voilà, une liste d'une 25-26 causeries l'année prochaine, tout aussi passionnante que les derniers programmes. Pour les questions, puisque les causeries, c'est un moment de partage, d'échange, pour les questions, pour la causerie, vous pouvez envoyer vos questions, évidemment, via le live, à toujours cette même adresse, causerie au pluriel idfc@cesi.fr, et je ne manquerai pas de faire le relais de vos interrogations. Dans la salle, vous n'oubliez pas, vous levez bien la main afin que je vous apporte un micro pour que les personnes derrière leur écran entendent également vos questions. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Monsieur Gendin. Donc, merci à lui d'être là aujourd'hui. Vous pouvez l'accueillir. Il va vous parler donc des organisations, des valeurs et dans l'organisation, comment voilà, fiabiliser les équipes. Ça va être la thématique du jour. Je vais le laisser prendre la parole. Je vous souhaite une très bonne causerie. À tout à l'heure. Merci beaucoup Héloïse. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir des étudiants. Bon, ça fait à peu près 13 ans là, que je donne des cours à Saisie Nanterre. Donc ça fait toujours plaisir de voir, c'est toujours les mêmes promotions, le même âge, etc. Donc je n'ai pas l'impression de vieillir, ça c'est génial. En fait, donc, je vous remercie également toutes les personnes qui sont en visio, qui nous regardent. Je pense à mes enfants, etc., la famille, les amis, des clients, etc. Donc je salue tout le monde, je fais un petit coucou de Nanterre. Aujourd'hui, la causerie, si vous voulez, le thème qu'on avait retenu avec Héloïse, c'était d'adapter votre organisation à vos valeurs et à celles de vos collaborateurs. Donc en fait, si vous voulez, ce que je vais essayer le message que je voudrais vous faire passer, c'est que si vous prenez en compte l'humain dans toutes les techniques que vous utilisez, vous allez simplement multiplier les résultats par 2. Je vais essayer d'être clair et de vous le démontrer. Alors, en fait, la présentation donc, que je vais vous faire, il y aura plusieurs étapes. Je vais vous parler de moi. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais je suis obligé. Dans la présentation, et surtout par rapport à l'intérêt d'intégrer l'humain dans les démarches. Ensuite, je vous parlerai d'une entreprise qui a concrétisé le rêve de ses dirigeants, puis qui en même temps a permis de réaliser le rêve de ses salariés. Paradoxalement, c'est tout à fait compatible. Ensuite, on va parler de vous, puisque c'est vous qui êtes au centre de cette causerie. On va parler de vos valeurs, de ce que vous attendez de vos entreprises. Et puis, je vous présenterai quelques modèles qui existent. C'est peu répandu, peu importe, mais c'est très intéressant. Et vous verrez ce qu'on peut faire avec ce genre d'entreprise. Et puis, finalement, je vous dirai, si vous voulez réaliser votre rêve, je vous expliquerai comment on fait, tout simplement. Et je peux vous dire que vous avez tous les éléments pratiquement pour faire. Alors, bon, je vais me présenter. Alors, je vous demande juste de lire la petite ligne qui est en bas. Elle n'est pas inintéressante. En fait, je suis originaire
de ce petit village qui est à gauche, c'est Pagny-sur-Moselle, dans l'Est. Et c'est l'usine où travaillait mon père. Et cette usine, elle a payé mes études, tout simplement. Si elle n'avait pas financé mes études, je ne serais pas rentré aux arts et métiers. Et sans contrepartie, on ne m'a pas dit, tu fais ça, puis tu seras obligé de travailler 3 à 5 ans, etc., comme les polytechniciens. Les polytechniciens, ils doivent travailler 4 ans pour l'État. Moi, on m'a payé mes études, et puis c'est tout. Puis donc, j'ai commencé à travailler. Bon, j'ai travaillé pour... là, c'est la première usine, c'est Sacy-Lorgandrange, dans l'Est. Et puis, donc, je fais d'autres activités, de la laine de verre, du papier, etc. Mais on va en parler un petit peu dans toute la présentation. Et puis, en 2002, j'ai décidé d'arrêter. Et pour devenir consultant, par rapport à mes valeurs. Je ne supportais plus la finance, entre guillemets, cupide. Je voulais travailler pour... pas que pour gagner ma vie, c'était pas ça, c'était parce que je voulais travailler pour des gens qui m'intéressaient. Et ensuite, si vous voulez, donc, et puis, depuis quelques années, depuis 2009, je suis juge au prud'homme. Et ça, c'est intéressant comme expérience. Et puis, il me reste encore un petit peu de temps, donc je dessine. Je vais vous parler de mes rencontres. Et là, une des plus significatives, c'est Maslow. Je pense que vous le connaissez tous et toutes. Il a défini ce qu'était la hiérarchie des besoins. Et la hiérarchie des besoins, pour Maslow, c'est une dynamique. Et moi, je la représente comme ça. Alors, ce n'est pas du tout ça que vous connaissez, si vous connaissez. Mais moi, j'ai toujours dessiné comme ça. Pour la bonne raison, c'est que Maslow définit comme ça la notion de besoin d'accomplissement, c'est le désir de devenir de plus en plus ce que l'on est et de devenir tout ce que l'on est capable d'être. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Et personnellement, si vous voulez, ma vie, c'est toujours été de faire grandir les personnes avec qui je travaille. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va tourner autour de ça. Alors, en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, c'était en 1990. Avant, j'étais ingénieur, chef de service, etc. C'est autre chose. Quand vous êtes directeur d'une entreprise, vous avez la possibilité de vous diriger et vous montrer la direction à suivre. C'est question de diriger. Et donc, j'avais pris connaissance déjà. Alors, ce bouquin-là, ce livre, pardon, l'entreprise à visage humain, il est là. Alors, il a 50 ans, manipulez-le avec un peu de précaution si vous voulez. En fait, ce livre-là, quand j'en ai pris connaissance, j'étais à la dernière année des arts et métiers, et en fait, il résumait tout ce que j'avais compris dans l'entreprise, c'est qu'on ne prenait jamais en compte l'humain dans les décisions qu'on prenait. Et Maslow, bon, je vous en ai parlé, il m'a aidé à comprendre pourquoi il fallait faire grandir les personnes. Je savais pourquoi je faisais tout ça. Et puis, une de mes expériences, juste avant 90, j'ai travaillé pour un quotidien régional. J'étais directeur adjoint, directeur technique adjoint là. Et j'ai rencontré des travailleurs avec des ouvriers du livre qui étaient des personnes absolument remarquables. Alors, ils faisaient grève régulièrement, rassurez-vous, c'était très violent. Mais par contre, quand ils étaient au boulot, c'était fantastique. C'était des gens qui étaient complètement autonomes, qui faisaient un travail de qualité. Il n'y avait jamais de qualité totale. Ça faisait des décennies que ça se pratiquait dans ces genres d'activités. Et puis, ils étaient capables de faire un travail considérable en très peu de temps. Il faut savoir que dans la presse, comment dire, le chrono, l'heure à laquelle doit sortir le journal, c'est fondamental. Donc, tout ça, c'était érodé, etc. Et ça marchait bien. Et quand j'ai commencé donc, en 90, je suis arrivé dans la société non commerciale, c'était SF, décors muraux, donc fabriquer des décors muraux. Quand je suis arrivé, ça fonctionnait comme toutes les entreprises. Chacun faisait son métier, etc. etc. Bon, il y avait juste un petit problème, c'était la non-qualité, c'était le problème majeur de l'entreprise. Il y avait 2 personnes et demie en équivalent temps plein pour traiter les réclamations des clients. C'était monstrueux. Alors, comme j'avais un petit peu compris comment ça fonctionnait, ce qu'on pouvait tirer avec les individus en les impliquant, moi, j'ai tout changé.
Donc, quand je suis parti, les opérateurs, comme je dis, ils impriment, ils contrôlent, ils emballent, ils envoient les produits à l'entrepôt. C'est-à-dire que les produits qui sont fabriqués, ils vont directement chez le client. Et il y a pas, j'ai supprimé le contrôle qualité, désolé. J'ai remplacé par des contrôles, par l'autocontrôle. Il faut savoir qu'à l'époque, l'autocontrôle, c'était, il y avait plein d'usines qui étaient en grève à cause de ça. Moi, j'ai fait ça tranquillement et ça s'est bien passé. Et l'encadrement, ben, il a changé son rôle. Il n'est plus des petits chefs, c'était simplement des facilitateurs. Donc, ils apportaient de l'aide quand il y avait des problèmes que les opérateurs ne résolvaient pas. Eux, ils arrivaient derrière et puis ils faisaient ce qu'il fallait. Et ce qui est toujours intéressant, c'est quand on change une organisation, ben, c'est de savoir si ça marche, hein, s'il y a des résultats. Et puis, ben, j'ai eu la chance, si vous voulez, qu'à l'époque, quand il y avait un problème avec le CE, etc., il faudrait qu'ils ont demandé un audit financier. Et paradoxalement, enfin, j'étais content, l'audit financier a montré qu'en fait, l'augmentation des marges de l'entreprise était simplement le résultat de la baisse des coûts de production qu'on avait réussi à réaliser. Donc, ça me faisait plaisir, ça validait mon idée que quand on implique les gens, ça marche bien. Donc, en fait, en plus d'avoir du personnel autonome, ce que j'avais compris avant, là, j'avais mis en place un nouveau système qui était d'avoir des lignes de production complètement autonomes et qui donnait des bons résultats, etc. Et en plus, si vous voulez, la petite prime supplémentaire, c'est que les gens, ils étaient beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus ravis de travailler. Il ne faut pas dire que c'est le bonheur à l'état pur, il ne faut pas rêver non plus, mais ils avaient plus envie de travailler dans ce contexte-là que dans le contexte précédent. Donc, désolé pour les organisations par métier, moi, je n'en veux plus. Voilà. Alors, donc ce que j'avais compris, si vous voulez, j'accumule un petit peu les expériences. Et donc, la notion de ligne autonome de production, c'était devenu mon standard à moi. Je change d'entreprise, on est en 1995, et j'arrive chez Esselt. Alors, Esselt, tout le monde connaît. Vous connaissez tous, vous avez tous utilisé des produits, ou vous en utiliserez tous, c'est les produits des articles de bureau. Des classeurs, des dossiers suspendus, des pochettes, des machins comme ça. Ouais, vous connaissez tous. Et quand j'y étais, entre 1995 et 2001, la société Esselt avait racheté son concurrent en Allemagne qui s'appelait la société Leitz. Bon, Esselt, c'est quoi? C'est une filiale d'un groupe suédois. Et, si vous voulez, qui avait un contexte un peu particulier. C'est que quand je suis arrivé, bon, la concurrence, c'était les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, le groupe avait construit un site en Pologne. Et on en parlera un tout petit peu plus tard. Mais là, par contre, les salaires sont divisés par 7. Donc là, ça change un peu la donne. Et quand je suis arrivé, bon, l'entreprise, si elle avait été une entreprise indépendante, elle aurait déposé le bilan. Les résultats étaient négatifs. Et bon, il fallait faire quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un overlap, c'est en fait d'avoir la personne que je remplaçais, qui était le directeur, partait en retraite, mais il est resté 3 mois de plus, enfin, peu importe. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai fait le tour des popotes, comme on dit, j'ai discuté avec tout le monde, et puis je me suis aperçu que tout le monde avait des idées sur tout. Bon, je garde ça, je prends les rênes. Première décision, et là, si vous voulez, l'état d'esprit des gens n'était pas terrible. C'est normal, si l'entreprise perdait de l'argent, etc., vous ne faites pas de bénéfices, vous dites un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Et bon, moi, la première décision que j'ai prise, comme je savais que tout le monde avait plein d'idées sur tout, eh ben, j'ai dit allez-y. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait des groupes de travail qui se réunissent, qui travaillent. Donc c'était des groupes de 3 à 4 personnes à peu près, et j'avais exigé une chose, c'est qu'il y ait toujours un administratif dans ces groupes-là. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne se parlaient pas. Les administratifs ne parlaient pas aux producteurs et les producteurs ne parlaient pas aux administratifs. C'était comme ça. Puis il y avait une espèce de forme de mépris. C'était impressionnant. Bon, bref. Donc j'ai demandé à ce que des groupes se constituent. Ils travaillaient quand ils voulaient, quand ils avaient décidé de le faire, etc. etc. Alors je ne suis pas fou. Je savais qu'il y avait plein de productivité à faire. Il y avait des sureffectifs. De toute façon, ça ne posera pas de problème. Et en fait, la production a fonctionné, etc.
Et puis les méthodes, au lieu de faire leur travail, j'aurais dit maintenant, vous allez faire le tour des popotes, et puis vous allez relever les améliorations de prix de revient, et vous allez me traduire ça dans les prix de revient. Résultat des courses, en 3 mois, on a réduit les coûts totaux de 8,1%. Alors je donne un chiffre parce qu'il est gravé dans ma tête, celui-là. C'était au-delà de ce que je pensais. Mais pour moi, c'était à peu près 5%. En fait, ils ont fait ça en 3 mois. Et il y avait encore du grain à moudre. Bon, voilà, donc ça a permis simplement de redonner un peu de morale à tout le monde. Et en fait, puis après, on a travaillé. On était, alors, je fais de temps en temps des petits trucs comme ça. Ce type d'organisation où on laisse les gens libres, etc. Aujourd'hui, on appelle ça l'holacratie. Vous trouverez ça, si vous allez sur Internet, vous verrez à quoi ça correspond. On en reparlera un petit peu après. Et donc, en fait, là, j'ai restructuré toutes les unités de production. Alors, comme j'ai des ingénieurs devant moi, je pense que ça peut vous intéresser. Première chose, cellule autonome de production. Dans ça, j'avais compris, dans mon expérience antérieure, que ça fonctionnait sur des lignes. Et après, j'ai fait des cellules, c'est-à-dire qu'on a redessiné toute l'usine, les 2 usines, pardon, et on a créé des cellules à l'intérieur. Donc, avec des opérateurs qui étaient totalement autonomes. Ensuite, on a déployé la TPM. Donc là, je pense que vous connaissez. La TPM, on a fait les 8 piliers de la TPM. Alors, je sais que je participe à des thèses, etc. Et ils disent, oh non, on fait juste que 2 piliers. Je dis, oui, mais les problèmes que vous soulevez, c'est parce que vous n'avez pas déployé ça complètement. Donc, les 8 piliers, dans un contexte, alors avec des référentiels de compétences, à l'époque, qui était nouveau, entre guillemets, comme ça. Mais moi, ça a été extrêmement important parce que ça permettait de savoir que tous les opérateurs, les opératrices, savaient exactement ce que l'on attendait d'elles et d'eux. Et elles construisaient eux-mêmes leur programme de formation. C'est complètement autonome là-dessus, complètement responsable de l'avancement de leur formation. On a fait une organisation type supply chain, parce que c'était tout le début de la supply chain, on s'est organisé comme ça. Et puis, pour finir le travail, on a fait du Kanban. Ça veut dire que les opérateurs étaient en contact direct avec certains clients, pas tous, mais ils étaient en contact avec les fournisseurs et avec les clients. Et personne ne s'occupait d'eux. Tout était, ça fonctionnait tout seul, en fait. Et bon, on avait un programme qui s'appelait World Class Manufacturing. Voilà, bon, c'était un petit peu l'emballage de tout ça. Alors, la cellule autonome de production, je vous montre le schéma, parce que je donne des cours de TPM à Césy. Et c'est ce que je montre pour le déploiement de la TPM. Je dis, si vous voulez vraiment déployer la TPM, organisez vos équipes comme ça. Et vous verrez, avec dedans, si vous voulez, il y a des opérateurs qui sont des producteurs et il y a des gens de maintenance, etc. Et ça marche très bien. Et on en reparlera dans une autre entreprise après coup. Alors, le bilan de la première phase, c'est que les ventes progressent à nouveau. C'est parce qu'en fait, les ventes chutaient régulièrement. Ça faisait des années que c'était comme ça. Bon, ce n'était pas violent, mais enfin, tous les ans, on perdait 1-2%. Et les marges, on a repris les volumes. On a donc baissé nos prix de vente pour récupérer du volume. Mais on n'a pas baissé nos marges. Donc, si vous voulez, c'était quand même assez sympa. La deuxième phase, je vais passer un petit peu plus rapidement, c'est donc la réorganisation des fonctions support. Bon, c'est toujours pareil, si vous voulez, bon, comme j'avais vu qu'il y avait beaucoup de monde, etc. Puis j'avais délégué énormément d'activités sur le terrain. Vous n'avez plus besoin d'avoir beaucoup de monde dans les structures parallèles, périphériques. Donc, mon idée à moi, ça a toujours été 100% des effectifs de production doivent être dédiés exclusivement à la production. Donc, le schéma, je vous présente comme ça. Donc, avant, c'était une organisation où, je ne veux pas dire que tout était rempli, etc. à 100%, mais en fait, il y avait des fonctions en excès par rapport à la situation à laquelle je suis arrivé à la fin. Ça s'est fait sans plan de licenciement, simplement. Il y a des personnes qui ne trouvaient plus leur place dans l'organisation. Ils ont été chercher du boulot ailleurs, simplement. Et puis d'autres qui ont changé de poste, qui sont allés plus directement dans des équipes de production. Le bilan de cette deuxième phase, c'est en fait on était redevenu une entreprise normale, si vous voulez, au sein du groupe. Sans excès, mais on était redevenu une usine normale.
Et l'état d'esprit des gens, quand je suis arrivé, qui était celui-là, à la fin de la deuxième phase, on était à ce niveau-là. Alors, juste pour résumer, en fait, pendant toute cette période-là, il s'est passé des choses, parce que dans les groupes, vous savez que la concurrence, elle est d'une violence inouïe. Se battre contre ses concurrents, ce n'est pas un problème, c'est facile. Se battre en interne, c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Avec des... Et c'est la réalité, hein, quand tu es dans les groupes, c'est jamais sympa, hein, les concurrents, enfin, les copains qui sont dans d'autres pays, etc., ils vous veulent votre peau. Alors en 98, c'est les Américains qui voulaient nous piquer, entre guillemets. On fabriquait 10 millions de dossiers suspendus. Eux, ils en fabriquaient 400 millions. Ils en fabriquaient 40 fois plus que nous. Donc si vous faites un calcul de prix de revient, obligatoirement, et vous dites, ceux qui fabriquent que 10 millions, ils sont beaucoup plus chers que nous. Nous, on fait 40 fois plus. Donc ils absorbaient 40 fois plus les frais fixes. Sauf qu'on fait un benchmarking et on était légèrement moins cher qu'eux. Alors, bon, tout le monde était un peu déçu, mais c'est la vie. En 99, là, c'est les Allemands, puisqu'on venait de racheter la société Elight. Bon, ils fabriquaient 3-4 fois plus de classeurs que nous. Même logique, on va leur prendre leur truc. Bon, il y a pratiquement une usine qui va fermer, puis on récupère ça. Ben non, on était moins cher qu'eux. Et en 2020, bon, là, c'est autre chose, on a eu une médaille. Le groupe nous a nommé site pilote. C'est-à-dire qu'on était le référent pour les productions qu'on fabriquait, et on était les référents pour le groupe. Ce qui a énervé un peu les Allemands, c'était qu'on était devenus référents pour fabriquer les classeurs. Ça les a un peu énervés. Mais bon, c'est la vie, je suis désolé. Alors, avec tout ça, bon, on se dit, ben, tout va bien. J'avais des contacts avec la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Oise, et puis le président qui me dit un jour, au fait, il faut que je te dise, vous êtes la boîte la plus importante, la plus performante de l'Oise. Wow. Bon, je savais qu'il avait des techniciens qui venaient régulièrement nous voir, etc. Bon, bref, ils allaient voir les autres entreprises. Il y avait du bon monde. Hein. Il y avait je ne cite pas les noms parce que qui vont être jaloux, mais bon, bref. Et puis, on n'était pas sur le Larzac. Hein. On était un des départements les plus industrialisés de France. Ensuite, les clients, nous, on avait un taux de service de 98,2%. C'est pas mal. Alors, on demandait si on pouvait faire quelque chose. Il dit, attendez, qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Et puis le groupe, il nous regardait, et puis en plus, il nous avait donné une médaille. Donc à la limite, on aurait pu se dire, bon, on va s'arrêter là, puis c'est tout. Mais nous, en interne, si vous voulez, on était quand même... on savait qu'on était bon, mais on savait qu'on avait plein de petits défauts, etc. Alors on a dit, on va faire quelque chose. Et on a défini un rêve, en fait, le rêve, on a dit, on va réaliser le rêve de nos dirigeants. Oh, bon, ça fait un peu pompeux comme truc. Mais bon, on dit, ça, il fallait qu'on trouve un nom à l'action qu'on voulait mener. Mais on ne savait pas ni comment on allait le faire. Hein. Mais on avait envie de le faire parce qu'on savait qu'on avait encore des soucis. Et on a dit, par contre, on va mettre les moyens. Alors, la troisième étape, c'est la plus intéressante, à mon avis. C'est comment on a fait pour créer l'entreprise parfaite, entre guillemets, dont rêvent les dirigeants. Parce qu'on a fait, en fait, on s'est appuyé sur une démarche processus, avec des pilotes de processus. Et les pilotes de processus, ils ont construit une feuille de route avec leurs équipes. Et ça a modifié complètement le rôle de la hiérarchie. Donc l'organisation, elle était simple, hein, en fait, si vous voulez, on avait juste un empilage de processus. C'était que ça. Donc en fait, si vous voulez, on n'a pas raisonné en métier, on a raisonné sur la notion, on en parle un tout petit peu tout à l'heure, sur le concept de Mintzberg. J'ai le bouquin, là, je vais vous le passer. Mintzberg, qui a défini la notion d'adhocratie. Et ce concept-là, je vais te passer, merci. Ce concept-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est bon. Le concept, si vous voulez, qui dit qu'en fait, il faut que les organisations soient les plus légères, les plus simples, les plus simples, etc. Elles sont beaucoup plus efficaces que les structures qui sont compliquées. Donc, à nouveau, si vous voulez, dans les choses que j'ai éliminées de mon référentiel, les organigrammes traditionnels, moi, je ne sais plus ce que c'est. Et donc, finalement, si vous voulez, ce qu'on a fait concrètement,
chez Esselt, on a travaillé on a redéfini les choses de cette façon-là. Première chose, c'est on a rediscuté avec les clients pour vraiment comprendre absolument dans le détail les attentes des clients. Ça, c'est fondamental. Je veux dire, la voix du client, ce n'est pas simplement une petite discussion entre deux commerciaux, entre le commercial et le client. Je dis pas au restaurant parce que ça ne se fait plus, mais avec un compte rendu, voilà, j'étais chez le client et voilà ce qu'il m'a raconté. Non, là, on va dans le détail, etc. On fait le verbatim, on valide tout. Donc, on est parti de là. On a redéfini nos objectifs stratégiques, on les a légèrement corrigés. Ensuite, les pilotes de processus ont intégré les objectifs stratégiques dans leur processus et avec les équipes, ils ont construit leur feuille de route. En tenant compte des experts métiers, puisqu'il y avait les experts métiers, ils étaient restés dans l'entreprise, ils étaient là. Donc, avec les experts métiers, plus du benchmarking, et tout ça pour satisfaire les clients, etc. Alors, je pris quelques petits repères en dessous, on en parlera plus tard. Mais quand on parle processus, il faut savoir quels sont les processus qui sont performants et les processus qui le sont moins. Donc, nécessité d'évaluer. Alors, bien sûr, vous avez des indicateurs dans tous vos processus, mais il faut une règle qui soit commune à tout le monde. Et la règle commune à tout le monde, c'est d'avoir ce genre de grille. C'est celle qu'on a utilisée à l'époque. C'est une grille AFNOR, très simplifiée. Il y a 5 niveaux, c'est simple. Pour résumer, niveau 0, mais à rien. C'est une entreprise qui fait tout, chacun fait son travail comme il l'entend. Et puis le niveau 5, l'entreprise, c'est la référence dans son métier. Donc là, tout le monde veut faire comme vous. Entre les deux, vous avez une certaine gradation. Et si vous voulez, derrière tout ça, il y a les individus, ne les oublions pas. Alors, compte tenu de ce que je vous ai dit, on était super bien, tout le monde était content de nous, etc., etc. Quand on a fait, avant de faire l'évaluation, on s'est dit, tiens, on va essayer de... On imaginait qu'on était entre 3,5 et 4 sur l'échelle de 0 à 5. On était bien. On n'était pas parfait, mais on était bien. Alors, on l'a fait. Premier coup, c'est la zone orange, là. Première évaluation, on arrive à 2,7. 2,7. Wow, non, on était trop sévère, c'est pas possible, ça. On l'a refait 15 jours après. 15 jours après, on est arrivé à 2,6. Donc, il y a eu un grand blanc. On a pris un grand coup sur la tête. Et puis après, on s'est mis un grand coup de pied dans le derrière parce qu'on a dit, on est franchement... Mais c'est ça la réalité. Donc, si vous voulez, ce que je veux juste vous dire par là, c'est que si vous écoutez vos clients, etc., c'est bien. C'est minimum, c'est ça. Mais il faut aussi s'écouter en interne, de dire, est-ce qu'on est parfait? Et à partir de ce moment, parce que les exigences de vos clients, ce n'est pas forcément les vôtres. Donc, en fait, on a fait ça. Donc, en juin 2000, on était à ce niveau-là. Bon, en décembre, la machine se mettait en route. Hein. C'est un petit peu lourd au début, tout ça. On a un peu progressé. Puis après, si vous voulez, en septembre, vous avez vu la différence. Et ça, c'est assez spectaculaire. Moi, j'étais aux manettes, donc je voyais un peu l'entreprise, comment je pouvais la piloter. À cette époque, à la fin, là, j'avais l'impression d'avoir un joystick, et puis je faisais joujou, puis l'entreprise, elle naviguait comme je voulais. Alors qu'avant, il fallait des réunions, il fallait insister. Bref, c'était un peu plus compliqué. Donc, si vous voulez, tout le parcours. Et en fait, toujours pareil, est-ce que le système il est plus intéressant qu'un autre? En mars 2001, on a eu un événement particulier. Je vous ai parlé de la Pologne. Il y avait un site en Pologne. Et pendant toutes ces années-là, il y avait le site en Angleterre, il partait en Pologne. La Belgique, en Pologne. La Hollande, en Pologne. Le Danemark, qui était la meilleure usine du groupe à l'époque. Ils arrivent en Pologne. Là, moi, je dis, bon, le jour où ce sera notre tour, on ira aussi. Et un coup de fil du directeur comme financier du groupe qui me dit, voilà, je viens faire l'audit. Bon, c'est tout, j'avais compris, c'est plié. Alors, il fait son boulot. Et puis, finalement, il a raison que, non, les sites sont restés en France. Alors, vous pouvez imaginer le sourire que j'avais. Je lui ai demandé, au fait, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas te dire. La seule chose que je peux te dire, c'est que je regarde vos résultats depuis un peu plus d'1 an. Vous êtes différents des autres. Bon, voilà, c'est tout. Puis il m'a dit, comme tu es sur place, tu dois savoir. J'ai dit, écoute, si je te pose la question, c'est que je n'ai pas la réponse. Et en fait, c'est tout ce que j'ai mis là.
en place qui a donné ces résultats. Alors simplement, je vais quand même vous dire que j'ai mis plus de 10 ans à comprendre ce que j'avais fait. J'ai le cerveau un peu lent, certainement, mais non, j'ai mis du temps pour comprendre. Alors, donc, on était devenu le meilleur site du groupe, etc. Alors, je n'ai pas tout dit, parce qu'en fait, il y a la cerise sur le gâteau, parce que c'est pas négligeable, ce truc-là. Ça s'est passé à la machine à café. Bon, j'aimais bien visiter les usines. Et puis, un jour, bon, il y a une petite odeur de café. Je dis, tiens, je vais prendre un café le matin. Et puis, j'arrive à la machine à café, il y avait des opératrices. Et puis, il y en a une qui me dit, monsieur, je peux vous poser une question? Bah, je dis, oui, je suis là, profitez-en. Et puis, elle me dit, on peut vous proposer des produits nouveaux? Bah, je la regarde comme ça, je n'ai pas compris. Oui, produits nouveaux. Puis alors, elle me raconte son petite histoire, etc. Wow. Bon, bref, la tête que je faisais. Et puis, elle m'a, enfin, bon, bref, en quelques mois, ils m'ont sorti 42 produits nouveaux. Alors que dans les 35 années qui précédaient, jamais rien. Alors en fait, ça se comprenait d'une certaine manière, puisque les clients n'avaient jamais rien demandé. Jamais. Les clients n'en demandaient pas. Donc si vous voulez, si vous ne demandez pas quelque chose, vous n'avez pas forcément envie de leur proposer. Donc, ça s'est passé. Et le pire dans tout, c'est qu'on n'avait rien fait, on n'avait rien organisé, on avait anticipé. Ce n'était pas un besoin, donc on n'a pas pris de disposition particulière pour que ça se passe. Et je vais vous repasser celui-là. En fait, j'ai eu la réponse, je l'ai eu en 2006. Un début de réponse en 2006, avec des copains, c'est des Gazards. Donc, Gazards, c'est les gars des arts et métiers. Regardez. On écrivait, enfin, j'ai mes copains, là, Boucher et Lescure, qui écrivaient ce bouquin, puis ils m'avaient demandé un coup de main. Donc, moi, j'ai écrit la partie qui est relative au changement. Ça, c'est mon deuxième dada, ça. La conduite du changement. Et puis, je travaillais sur l'innovation. Et en écrivant la partie sur l'innovation, eh ben, j'ai découvert qu'en fait, on avait fait tout ça. Et donc, en fait, hein, l'acceptation de la personnalité, l'ouverture d'esprit, curiosité, empathie, etc. Je passe sur tous les détails. Et c'est, il y a quelques années quand même, quelque part, un ami qui s'appelle Kira, que je remercie encore, parce qu'en fait, il m'a dit, bah, écoute, parce qu'on a beaucoup discuté, hein, depuis que je me suis un peu amélioré par rapport à l'innovation. Et il m'a dit, bah, écoute, ce que tu as fait là, bah, ça s'assimile au flow collectif. Donc, on était à fond dans la démarche d'innovation. Alors, si je vous parle de ça, ce n'est pas pour vous parler d'innovation, c'est simplement pour vous dire que donc, on était devenu l'entreprise parfaite, hein, ça c'est clair, le meilleur du site. Et en fait, c'est quand vous parlez d'innovation, ben, il faut parler aussi bien-être au travail. Et je vous en parle parce qu'en fait, vous facilitez, enfin, si vous rendez la vie des gens facile, etc., qu'il n'y a pas de risque de conflit, de bagarre, etc., que les gens, s'ils ne vont pas au boulot à reculons, c'est déjà positif. Mais je ne veux pas dire que tout le monde y allait en sifflant, hein, c'est pas vrai. Mais on avait enlevé plein de contraintes. Et en fait, si vous voulez, on avait développé la notion de bien-être au travail. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, même beaucoup, je vous affirme que si vous développez vos outils et qu'en même temps vous prenez soin de vos gens, etc., vous allez multiplier vos résultats par 2. Et pour moi, si vous voulez, il y a tout le chemin qu'on a parcouru. En fait, si vous voulez, la performance est proportionnelle au bien-être au travail des gens qui travaillent avec vous. Et ça, je suis catégorique, je peux vous le démontrer, etc. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est le point où je suis arrivé avec mon expérience chez SL. Alors, maintenant, j'avais dit qu'on parlerait de vous. Je vais accélérer un peu parce que, waouh. En fait, si vous voulez, je vais vous présenter vos valeurs. Elles sont là. En fait, ça résulte de tous les échanges que j'ai eus avec vous, enfin, pas vous personnellement peut-être, je ne me souviens pas, enfin bref, mais avec d'autres collègues depuis 20 ans. Et je discute avec tout le monde, etc. etc. Et puis, j'ai toujours retrouvé plus ou moins toutes ces notions-là qui apparaissent. Bon, j'ai fait travailler des groupes hein, aussi là-dessus. Donc, tout ça, c'est du boulot je vais pas travailler tous les jours pendant 20 ans, hein, c'est clair. Mais bon, voilà. Et ce que je vous propose, en fait, c'est par rapport à vos entreprises où vous êtes aujourd'hui, ben, vous pouvez essayer de voir si elles répondent à vos valeurs.
Et après, vous verrez. Alors, compte tenu de ce que je sais, de ce que vous m'avez dit les uns et les autres, je suis arrivé, si vous voulez, en gros, à peu près, vous êtes à ce niveau-là. Alors, c'est pas scientifique hein, comme démarche, mais grosso modo, c'est ça. Et puis, si on traduit ça en bien-être au travail ou dans la hiérarchie de Maslow, vous êtes entre les deux. Ça veut dire qu'il y a du chemin à parcourir. Et comme vous êtes curieux, puis que vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vais vous proposer des modèles qui existent depuis dans les 20 dernières années. Alors, on parlait d'entreprise libérée, je pense que vous en avez entendu parler. La FAVI, c'est donc le... Pardon. Ah ouais. En fait, je vais aller là-bas. L'entreprise libérée, en fait, qui est symbolisée par concrétisée par la FAVI. La FAVI, ça m'embête là. C'est une entreprise qui a été construite, qui a été réorganisée par Jean-François Zobrist, qui était le DG de l'entreprise. Il est parti en retraite depuis 2009. Bon, je le connais, j'ai discuté avec lui, j'ai visité son usine, j'ai assisté à un séminaire, etc. Il a fait des choses fantastiques. En fait, lui, son usine, c'était la confiance qu'il faisait absolue à ses salariés. Et avec des mini-usines, etc. Donc, on en parlera un tout petit peu après. Et puis, il y a Isaac Getz, qui est un universitaire, qui a l'ISCP, c'est ça, l'École supérieure de commerce de la ville de Paris. Il est maître de conférence là-bas, donc je le connais, j'ai assisté à un séminaire, etc. Et il y a un autre acteur que personne n'en parle, c'est le cabinet Proconseil. Le cabinet Proconseil est à l'origine des mini-usines, qui était à la base, si vous voulez, de la construction de la réorganisation de la FAVI. Cette entreprise-là a des résultats qui sont exceptionnels. Ils gagnent 2 fois plus d'argent que leurs concurrents. Le benchmarking, là, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. C'est fantastique. Alors, un autre modèle qui existe, c'est le modèle Opal avec Frédéric Laloux. Alors, Laloux, c'est à l'époque, quand il a écrit son bouquin, il était consultant chez McKinsey. Et donc, il a fait. C'est intéressant, ce bouquin-là, il est très intéressant. Il est là, donc je vais vous solliciter à nouveau. Ah oui, il y a l'autre avec. Oh, pas vu. Allez. Puis quand vous aurez fini, vous prendrez celui-là. Laloux, il a écrit ce bouquin, et en fait, c'est très intéressant ce qu'il a écrit, parce qu'en fait, il a défini les entreprises, il les a classées par ordre de couleur. Et le modèle optimal, c'est le modèle Opal. Et dans ces présentations, donc c'est toujours pareil, si vous voulez, en gros, hein, je veux pas, je sais qu'il y a des puristes, etc., mais pour moi, c'est la même chose. Hein. L'épanouissement des individus, l'autonomie, la liberté, enfin bref, on fiche la paix aux gens qui connaissent bien leur boulot. Et en fait, si vous voulez, oh là là, c'est l'horreur. Il est arrivé. En fait, si vous voulez, dans sa présentation, il parle beaucoup de Buurtzorg. C'est son entreprise fétiche. Il parle un peu de la FAVI aussi. Il parle de la FAVI parce qu'il est en admiration devant Zobrist. Et il parle beaucoup de Buurtzorg, etc. Alors moi, je ne vais pas vous parler de Buurtzorg aujourd'hui. Parce que j'ai mieux que Buurtzorg. J'ai Serenity Aid. Et je vais passer la parole tout de suite, encore un petit peu, puis après je vous passerai la parole, madame. Vous avez la chance d'avoir madame Oulmohan, qui est la dirigeante de Serenity Aid, et qui est en train de transformer son entreprise, qui était avant, comme elle vous le dira, puis que maintenant elle est un peu sur le modèle Opal. C'est très intéressant. Et je vous renouvelle mes remerciements. Dans 5 minutes, je vous passe la parole. Après, Mintzberg, j'en ai parlé, l'adocratie, donc c'est facile. L'holacratie, c'est pareil, j'en ai un petit peu parlé. Et je voudrais être complet en parlant quand même, il y a 2 opérations assez lourdes qui ont été menées par le Collège des Bernardins. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une structure parisienne, etc. Ils ont organisé des séminaires en vue de définir un nouveau modèle d'organisation des entreprises. Ils voulaient réorganiser les entreprises, faire quelque chose de mieux. Donc ils ont fait il y a des grandes boîtes qui sont venues, hein,
des entreprises de 300 000 à 400 000 personnes qui se sont présentées, qui ont exposé leur manière de faire, etc. Des PME également sont présentées. Le seul souci de tout ça, c'est que rien n'est sorti de leurs travaux. Les arrêts métiers, avec le cabinet Proconseil, ont fait une démarche similaire avec donc sous l'égide en fait, de l'entreprise libérée, les mini-usines, etc., puisque le cabinet Proconseil qui animait ça, il était expert dans la matière. Ils ont fait pendant près de 2 ans, j'ai assisté à plein de séminaires, etc. Rien n'est sorti de tout ça. Alors, c'est un peu frustrant, parce qu'en fait, vous avez plein de littérature. Alors, les bouquins, vous avez des centaines de pages, et il n'y a pas un schéma d'organisation qui sort de tout ça. Et le problème, si vous voulez, ces entreprises-là, elles sont très peu nombreuses. Hein. C'est moins de 1% des entreprises françaises qui sont rentrées dans ces démarches-là, alors qu'elles gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et elles font de l'innovation, qui sont les 2 problèmes majeurs des entreprises françaises, c'est faible rentabilité et quasi impossibilité à innover. C'est les 2 problèmes majeurs de toutes les entreprises françaises, hein. Enfin, en général. Donc, si vous voulez, c'est dommage. Et moi, j'ai un ami qui me disait il y a 2-3 ans, il me dit bah, c'est génial ton truc, là, ce que tu m'expliques, etc. Comment je fais? Bah, je lui ai dit écoute, je vais écrire un bouquin. Puis quand j'aurai fini, je te le dédicacerai, puis tu tourneras les pages et tu transformeras ton entreprise comme ça. Alors, j'espère que mon bouquin il va sortir normalement en fin juin de cette année. Et en fait, bon, je vais vous parler de la Favie très rapidement, parce que bon, je connais tous les acteurs là-dedans, etc. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est de savoir quand même que c'est une entreprise qui est basée sur des mini-usines, c'est-à-dire chaque client, Renault a sa mini-usine. Quand j'ai visité l'entreprise, il y avait 8 mini-usines pour les clients principaux. Bon, ils fabriquent des fourchettes de boîtes de vitesse. C'est le leader européen. Et ils ont une rentabilité qui est double, etc. Donc, en fait, si vous voulez, la confiance et le maître mot, il n'y a pas de pointage, il n'y a pas de reporting. En fait, ça marche tout seul. Les clients passent leurs commandes, ils sont livrés, et puis c'est tout. S'il y a un petit problème de qualité, ils voient avec les opérateurs directs. Ils ne passent pas par toutes les structures traditionnelles. Donc, si vous voulez, ça permet de réduire les coûts fantastiques, de manière assez fantastique. En fait, dans la chronologie, si vous voulez, de la situation, la Favie, elle s'est transformée. Puis moi, on ne se connaissait pas. Mais en fait, ce qu'il a fait, lui, avec ses mini-usines, etc., moi, j'avais fait la même chose avec mes cellules autonomes de production quand j'étais chez SL. C'est amusant, parce que quand on s'est revus, je me suis dit, mais attends, j'ai fait la même chose que toi. Bon, bref, donc c'est assez fantastique. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'entreprise libérée, bon, Zobris, il est en retraite, et puis je ne sais pas s'il travaille encore. Mais enfin, moi, je suis toujours là, puis si vous voulez les coordonnées, c'est connu. Buurtzorg, donc je ne vais pas en parler, sauf de ce monsieur Jos de Blok, qui est en fait le fondateur de Buurtzorg. Lui, c'était un infirmier, il est toujours, et il travaillait pour des structures de soins à la personne. Il a quitté en 2006 parce que le fonctionnement de ces entreprises-là ne répondait pas à ses valeurs. Et ces valeurs, c'était la confiance en chaque collaborateur, l'égalité intrinsèque de tous les collaborateurs, la responsabilité, etc. Et si vous voulez, il a utilisé ça. Et là, je vais passer la parole à Madame Moulmont, qui va vous expliquer tout ça. Voilà, si vous prenez 10 minutes, ça va être juste. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour, je suis Soraya Oulmont, la fondatrice et la directrice de Serenity Ed. Buurtzorg. Lorsqu'on m'a parlé de ce mot, lorsque je l'ai entendu la première fois, déjà il était compliqué à prononcer. J'ai mis du temps. Il est arrivé à mes oreilles par le biais de Rima qui était il n'y a pas longtemps là à votre place. Elle est venue me parler de Buurtzorg et elle me disait que c'était une bonne façon, la meilleure façon de fonctionner ou de faire fonctionner un service à domicile. Est-ce que cela voulait dire que ce que je faisais n'était pas bien à ce moment-là? Est-ce que cela voulait dire que je ne maîtrisais pas mon métier? C'était difficile. J'ai commencé à chercher, je me suis informée, j'ai compris. Mon entreprise étant en plein développement, c'était vraiment le fonctionnement qu'il fallait. Il fallait que je l'adopte. Je l'ai adopté. Après, il fallait le faire adopter par mes équipes. C'était une autre histoire.
Donc, j'avais Émilie, qui est toujours là, qui est ma responsable de secteur. Il faut savoir que nous avions un fonctionnement vertical. Donc, j'avais Émilie, qui était là, qui manageait les salariés. Pour ceux qui ne savent pas, donc nous intervenons auprès de personnes âgées à domicile. Nous les aidons à rester à leur domicile et donc nous leur apportons une aide par le biais d'assistantes de vie. Émilie faisait les plannings, que je salue, faisait les plannings, distribuait les missions et les salariés n'avaient qu'à aller au domicile des personnes âgées et là, elles apportaient donc des actes essentiels à la vie courante. Émilie n'était pas d'accord. Il fallait l'emmener. Il fallait l'emmener dans le projet. Il fallait qu'elle l'accepte. Il fallait qu'elle l'adopte, mais à son rythme. À son tour, elle a lu, elle a cherché, elle a compris et elle a adopté le concept. Depuis, nous avons déjà un groupe pilote composé de 7 salariés. Les 7 salariés, maintenant, planifient seuls leurs interventions. Elles font seules leur fiche de mission et elles tournent autour des mêmes bénéficiaires. Et donc, ça me fait une salariée qui est satisfaite et un client qui est satisfait. Les deux sont satisfaits. J'ai atteint mon but. Le bien-être est là. Le bien-être dans leur profession est là. Elles sont passées de simples exécutantes, elles ne faisaient qu'exécuter, elles sont devenues, à leur niveau, des décideurs, elles prenaient des initiatives, elles étaient valorisées, et surtout, la plus compétente, la plus ancienne, grandissait. Les autres, et donc il y avait ce système de formation en interne qui s'était installé. Depuis, nous avons remarqué des changements dans l'entreprise, du moins pour ce groupe. Nous avons moins d'absence. Oui, elles sont contentes, elles viennent travailler, elles sont valorisées. Et donc, elles vont se donner à fond pour l'entreprise. Plus d'absence, voire très, très, très réduite. Les remplacements se font entre elles. Lorsque l'une devait s'absenter pour quelque raison que ce soit, il y avait l'autre, toujours, qui faisait partie du même groupe, de la même équipe, qui venait se proposer pour aller en remplacement. Les heures n'étaient plus perdues. Contrairement à un infirmier, les infirmiers, lorsqu'ils interviennent au domicile, sont rémunérés à l'acte, que l'acte dure 10, 15 ou 20 minutes. Il est rémunéré à l'acte. Nous, contrairement aux infirmiers, nous sommes rémunérés à la durée de la prestation. Donc, nous n'avons plus de perte de temps. Au contraire, nous en gagnons. Parce que la salariée, lorsqu'elle est au domicile du bénéficiaire et qu'elle le connaît très bien et qu'elle a justement cette liberté d'adapter sa prestation au bénéficiaire, elle va aller proposer encore d'autres types de prestations. Nous n'allons plus rester sur les courses, préparation de repas. Elle peut proposer une sortie à monsieur ou à madame parce que justement, elle a ce pouvoir de décision. On lui fait confiance. Et de notre côté, nous avons gagné justement ce nombre d'heures puisque elle, de son côté, elle est en train d'apporter son soutien aux bénéficiaires et donc elle travaille sur le nombre d'heures. La décision que nous avons prise suite à cette expérience du groupe pilote, c'est de fonctionner dorénavant que de cette manière. Nous allons abandonner au fur et à mesure notre fonctionnement vertical pour aller sur des groupes Buurtzorg composés maximum de 7 salariés. Chaque groupe aura le même coach, à savoir Émilie, notre responsable de secteur. Pour garder une cohésion, nous avons choisi de travailler en utilisant un outil, WhatsApp, tout le monde le connaît. Nous l'avons utilisé pendant le confinement pour garder une cohésion de groupe, pour que les salariés ne soient pas isolés. Et nous allons, encore une fois, travailler de la même manière, mais cette fois-ci, ça va être seulement le groupe qui va avoir, chaque groupe
aura son WhatsApp déterminé, toujours avec le coach dans chaque groupe. Donc pour moi, Burdock est d'adopter, nous allons le garder et nous allons continuer à travailler. Nous nous donnons la fin de l'année, en sachant que nous avons 40 salariés, nous nous donnons la fin de l'année pour que notre organisation soit complètement revue et que nous adoptions ce modèle. Autre chose, nous avons un rendez-vous de posé avec notre tutelle, qui est le département. Donc, nous avons nos autorisations d'exercer par le département. Nous avons une réunion de prévue pour justement expliquer ce fonctionnement novateur. Voilà. Super. Merci infiniment, madame. C'est spontané, donc bravo. Et je voudrais juste ajouter que vous avez parlé de Rima et je parle aussi d'Amine, votre fils. Mais votre fils est marié à Rima. Donc, Rima, c'est une ancienne du CESI. Hein. Elle était Messinda il y a 4-5 ans, je crois, un truc comme ça. 2007 2016. Ah ouais. Ah, c'est encore plus vieux que ça. Bon, c'est pareil. Enfin bref, et donc, eux, ils vont monter une structure qui s'appelle Keola. Ils ont eu l'agrément, donc ils vont mettre ça sur le même modèle. Allez, bon, maintenant je vais... Bon, si vous voulez, où se positionne Sérénité, bon, vous l'avez compris, c'est quelque part là-haut. Alors, moi, je vais vous poser la question, quand est-ce que vous allez vous lancer? Donc là, je vais accélérer pour que vous ayez un tout petit peu de temps quand même pour poser des questions, c'est quand même sympa. Pour moi, vous avez tous les outils, hein, vous pouvez y aller. Mais pas que si vous n'êtes pas dans une entreprise de service, mais si vous êtes dans l'entreprise industrielle, vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Je vais vous le montrer. Alors, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai repris, comme je donne des cours ici, je connais un peu la maison, je sais ce que vous apprenez. Tout ça, c'est les outils qu'on vous enseigne. Les modèles, Serenity Ed, la FAVI ou SL, hein. Alors, Serenity Ed et Burdock, la même chose. Hein. Mais en fait, si vous voulez, ces trois modèles-là, qui se ressemblent beaucoup, ben vous, en fait, vous connaissez tout ça. Donc, si vous voulez faire une entreprise libérée, vous le faites demain. C'est clair. Mais après, à condition que vous ayez envie de le faire. Hein. Si vous n'avez pas envie, ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez faire une entreprise libérée, je vous dis, ce n'est pas simplement le mot, c'est simplement faire une entreprise qui double ses résultats et qui a réussi à instaurer du bonheur au travail, du bien-être au travail. Je n'aime pas le mot bonheur. C'est du bien-être au travail, c'est-à-dire que les gens qui sont détendus, etc. Ça, vous pouvez le faire. Vous avez tous les outils. Après, c'est à vous de voir. Mais ce que je veux vous dire, c'est... Et il faudra qu'on me démontre le contraire. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Ensuite, bon, puis après, ces petits commentaires qui vont avec, mais on va passer. Et ensuite, une fois que vous aurez construit votre organisation, vous l'avez transformée, ben, vous allez reprendre votre système de valeurs et puis vous allez vous positionner à nouveau. Là, vous savez où vous êtes. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez là, au départ, en grosso modo, c'est ce que je pense. Et puis, avec un peu de chance, enfin, pas un peu de chance, avec beaucoup de travail, hein, quand il y a 2-3 ans de boulot entre deux, hein. Ben, vous arriverez à être là et puis, si vous voulez, avoir comme petit bonus l'innovation, etc., etc. Donc, moi, je sais que, bon, après, si ça vous va, après, c'est à vous de vous positionner dans le schéma. Et je vous pose la question ultime, quel modèle vous allez adopter? Le modèle traditionnel, dont vous continuez comme avec toutes les entreprises, mais c'est quand même 99% des entreprises hein, qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai rien à leur reprocher. Enfin, si, je reproche les résultats qui sont très insuffisants, qui leur empêchent d'investir. Parce qu'en fait, si vous voulez, le nouveau modèle, il y a une performance financière qui n'a rien à voir avec celle qui était connue avant. Vous savez, enfin, je pense que vous savez, si vous ne savez pas, je vous le dis, les entreprises françaises n'investissent pas dans l'entreprise 4.0. Il n'y a que les grands groupes qui investissent. Les PME n'investissent pas. Ce n'est pas parce qu'elles ont la trouille, ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas faire, c'est parce qu'elles n'ont pas l'argent pour le faire. Et le BIM, c'est pareil. J'ai discuté avec le président de la chambre syndicale du bâtiment de l'Oise, qui connaît un petit peu le sujet. Il m'a dit, le problème, c'est le problème de l'argent.
Donc, si vous voulez que ça change, il faut modifier un peu la façon de fonctionner. Il y a une nouvelle culture qui va se permettre l'innovation, et puis en plus, vous aurez la notion du bien-être au travail. Mais surtout, je dis, vous allez avoir une rentabilité de vos entreprises qui va être exceptionnelle. Voilà. Donc, je pose le point d'interrogation. À vous de réfléchir. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci. Merci. Alors, levez la main si vous avez des questions à poser. Ah, oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, je vous entends bien. Bonjour monsieur, j'avais une question par rapport à la TPM. Comment vous l'avez mis en place est-ce que vous avez fait un planning pour le mettre en place sur plusieurs mois? Comment ça s'est passé? La TPM, alors, si vous voulez, je vous donne un cours, ça sera plus facile. Non, en fait, c'est un long projet. La TPM, ce n'est pas un truc qui se fait en claquant dans les doigts. Il y a à peu près 2-3 ans de travail. C'est long. Non, c'est long, c'est un vrai sujet. Je tiens à dire que le CESI vous recommande la lecture d'un livre sur la TPM. Il est dans votre bibliographie, je ne sais pas quoi. La TPM, c'est en fait Jean Bufferne, l'auteur de ce bouquin-là. Je connais très bien, j'ai travaillé avec lui il y a longtemps. On a travaillé ensemble. Ce bouquin, il est très bien fait, il explique tout. Mais la TPM, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Mais par contre, si vous le faites bien, dans les 8 piliers, vous transformez complètement votre entreprise. Complètement. Et tout ce que je vous ai expliqué, après, vous rajoutez, en fonction de l'organisation de l'entreprise, mettez des supply chain management, des choses comme ça, votre boîte, elle est transfigurée. Transfigurée. En termes de TRS, puisque vous connaissez bien les TRS, en général, dans les entreprises qui n'ont pas fait grand-chose, le TRS, c'est entre 50 et 60. Votre objectif, c'est 85%. C'est logique. Donc, vous êtes capable de faire 60 à 70% de productivité en plus. Donc, faites les calculs sur les prix de revient, vous verrez que ça vaut vraiment le coup. La TPM, c'est fondamental. Ça, c'est clair. Une autre question? Ça a répondu à la question? Ouais. Non, mais... Moi, j'avais une question sur la comparaison avec les autres pays autour de nous. Est-ce que vous avez fait des comparaisons sur des structures qui seraient sur le même modèle ou des développements de... En fait, on a déjà un problème franco-français. La structure pyramidale, c'est un modèle franco-français. Dans les autres pays, je prends toujours l'Allemagne comme référence. L'Allemagne, c'est beaucoup plus, j'allais dire démocratique, c'est pas le mot, mais en fait, il y a une démarche qui est toujours de consensus. La hiérarchie, ça existe aussi, mais il y a beaucoup plus d'échanges entre les gens, etc. Mais franchement, nous, on est je vais le dire, on est des grands malades de la structure hiérarchique, parce qu'en fait, on n'a rien. Un jour, il y a un copain qui faisait de la politique, etc., qui m'a dit, de toute façon, il n'y a rien à changer depuis Louis XIV. On a toujours le roi Soleil, etc. Bon, il s'appelle Jupiter en ce moment, mais c'est presque pareil. Mais en fait, c'est la culture, et c'est nous qui demandons ça. Donc, si on veut la faire changer, il faut déjà qu'on change aussi nous-mêmes. Mais après, si vous voulez, moi, je ne suis pas dans la philosophie, moi, je regarde des résultats, compte de résultats. Vous changez des choses, vous montrez des résultats. Si vous avez des résultats, vous avez raison. Si vous n'avez pas de résultats, vous avez tort. Mais aujourd'hui, moi, je suis désolé de vous le dire, 99% des entreprises ont tort. Parce qu'elles ont de mauvais résultats. Et si elles veulent que ça change, il faut qu'ils se retournent un peu la tête. Mais après, je ne leur fais pas de reproche, parce que tous ceux, et j'insiste lourdement, tous ceux qui ont fait ces discours sur l'entreprise libérée, Lalou, etc., ils sont gentils, mais c'est des poètes. C'est des poètes. Ils vous font rêver. Et il n'y en a pas un qui vous expliquera, on commence le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5. Et c'est pour ça, moi, j'ai décidé de faire un bouquin pour casser ce truc-là, pour expliquer au patron que c'est d'une simplicité biblique. Est-ce qu'il y a des choses sophistiquées que je vous ai expliquées aujourd'hui? Non, tout est simple, tout est simple. Et c'est que du bon sens. Et puis, faites confiance en vos gens. Les ouvriers sur les machines, ils savent 10 fois mieux que vous faire le boulot. Alors, foutez-leur la paix. Mais c'est bravo que je m'adresse, c'est aux dirigeants des entreprises. Foutez-leur la paix. Vous leur demandez des rapports, des rapports sur des trucs qui a des trains qui arrivent à l'heure. On s'en fout. Le reporting de ces trucs-là, on s'en fout. Si vous voulez que les gens ils vous amènent des informations,
Premièrement, allez déjà leur poser la question sur leur lieu de travail, vous verrez qu'ils auront une autre tête. Et vous leur demandez de faire des rapports, mais ils n'ont pas que ça à faire, il faut qu'ils fassent le boulot. Parce qu'en plus, vous leur dites, ouais, machin, il n'y a pas assez de productivité, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des rapports? Vous voulez... non, vous voulez les deux. Attends. Donc, à un moment donné, il faut savoir se poser, puis être cool, hein, et puis faire confiance aux gens. Moi, je n'ai jamais, jamais été trahi par les gens. J'ai toujours fait confiance aux gens. Toujours, toujours, toujours. Jamais été trahi. Alors, je suis peut-être un mec spécial, j'en sais rien. Je n'ai pas l'impression d'être un type bizarre. J'allais dire Zarbi, mais bon. Je ne suis pas bizarre, enfin, ouais, c'est tout. Donc, si vous voulez... Et vous parlez de la question par rapport à la TPM. Moi, la première chose que j'ai faite, c'était d'avoir des cellules autonomes de production. C'est-à-dire demander aux gens, faites votre boulot. Et puis après, les problèmes, on va les prendre les uns derrière les autres, etc. Et puis, vous voyez les TRS qui progressent, donc vous avez gagné. Et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est impressionnant, si vous voulez. Eh ben, bon, voilà. On Donc, va conclure là-dessus. Tout se fait tout seul. Donc ça, c'est important à retenir. Merci encore, Monsieur Gendin. On peut encore l'applaudir. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on peut doublement l'applaudir. Merci à tous. Je vous rappelle donc, si vous avez des questions, vous vous envoyez à causerie@saisie.fr. Pour les replays, c'est sur la chaîne YouTube Saisie dans la playlist Les Causeries Saisies. Si vous avez des thématiques, des causeurs, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir d'intégrer vos idées dans les programmes. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un petit pincement au cœur pour la dernière causerie sur les manifestations du changement climatique. Donc, sujet de très, 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 très actuel. Je vous attends nombreux, que ce soit en live ou en présentiel. Merci à tous. Bon après-midi. Prenez soin de vous. Au revoir.